Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à chausser vos casques. On démarre cette matinée consacrée à l'éolien en mer. Donc voilà, mettez vos casques, branchez vos jacks et on démarre ce rendez-vous. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation d'Energania. Deuxième et dernière journée. Dans quelques instants, on va vous inviter à suivre une matinée dédiée à l'éolien en mer avec une première table ronde. Son titre, comment l'éolien en mer se structure pour garder le cap. Mais avant de retrouver nos intervenantes et intervenants, j'invite à me rejoindre le conseiller régional d'Occitanie, président de la commission Méditerranée, Christophe Manas. Monsieur Manas, je vous propose de nous rejoindre. Voilà. Je vous donne le micro. Attendez. Le casque, si vous le sentez ou pas, vous n'avez pas obligatoirement besoin, puisque c'est vous qui Est-ce parlez. que vous m'entendez? C'est très étrange de parler dans le vide, mais si vous m'entendez, c'est parfait. On va s'adapter. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est moderne, mais c'est un peu plus lourd que du papier. Donc veuillez m'excuser pour la mise en place. Je vais essayer d'échapper au projecteur, mais c'est pas possible. Donc je crois que j'ai été présenté, mais comme je n'ai pas entendu, donc je suis Christophe Manas, conseiller régional, président de la commission Méditerranée. Je vous présente les salutations de notre présidente Carole Delga et de Didier Codorniou, notre premier vice-président en charge du littoral et de la Méditerranée, que vous connaissez certainement. Donc bienvenue à ce salon Energaia. Ici, vous le savez, on va parler d'éolien en mer, plutôt d'éolien flottant sur la façade méditerranéenne. Et puis pour la suite, j'ai une note parce que j'ai quand même pas mal d'informations à vous communiquer. Donc Energaia est devenu pour nous l'occasion de faire le point sur l'année écoulée, de fixer les objectifs pour celle à venir. Nous clôturons l'année 2024 dans l'attente. Vous m'entendez toujours? C'est bon pour vous? Donc, dans l'attente de celle de connaître le nom des lauréats à l'appel d'offres numéro 6, on nous dit que l'annonce n'est plus qu'à quelques jours de nous. Soyons donc patients, encore un petit peu plus. Je sais que parmi vous, dans la salle, beaucoup attendent ça avec impatience et c'est normal. Donc, la patience comme la mobilisation est ce qui caractérise notre territoire depuis 2017 avec vous, acteurs de la filière. Nous avons traversé beaucoup d'étapes, parfois longues et difficiles, mais toujours dans un esprit de progression. Je ne ferai pas de rétrospective depuis 2017, vous m'en voudriez, ça serait un petit peu trop long, mais je vais m'attarder un peu sur 2024 avec sa richesse et qui montre que notre implication collective dans la construction et la structuration de cette filière. Donc, sur les infrastructures portuaires, j'en parlais il y a quelques temps, c'est un maillon essentiel, la logistique. Donc, le port de Port-la-Nouvelle, que vous connaissez, accélérer sa transformation. Nous avons vu au fil des mois les travaux d'infrastructures progresser, les équipements arriver, les flotteurs prendre forme et les activités s'intensifier. On le voit depuis l'autoroute, ça bouge, ça se met en place. Nous sommes en très bonne voie pour livrer notre grand terminal éolien en 2026 et permettre aux chantiers des premières fermes commerciales de s'organiser en amont et s'installer. Je tiens aussi à mentionner le travail de coordination de nos ports. Je parle ici des ports de la façade méditerranéenne avec le grand port maritime de Marseille, Fos et de Port-la-Nouvelle, dont je salue les représentants, Hans Kersten, le DG du port de Port-la-Nouvelle, et Philippe Bion, le directeur des travaux du port de Fos-Marseille, qui se sont rapprochés pour travailler leur complémentarité et portent une vision commune sur la nécessité de disposer de nos deux ports pour répondre à la feuille de route maintenant connue de la planification avec 3,5 gigawatts à mettre à l'eau d'ici 2035. Seulement dans 10 ans finalement. Je tiens ici à remercier l'État de cette feuille de route claire qui donne la visibilité attendue à la filière française. Je terminerai en mentionnant un travail plus discret mais tout aussi important du port de Sète sur le développement d'une base arrière capable de soutenir les ports de l'éolien de la façade méditerranéenne française dans leur projet. Je salue ici son directeur général, Olivier Carme. Je sais pas, il est peut-être dans les bouchons. On a quelques difficultés d'accès. Nous avons aussi le sujet de l'acceptabilité. Donc,
C'est l'année 2024, c'est aussi le lancement de Pêcheurs Méditerranée Service. Je salue Bernard Pérez qui est dans la salle, le représentant du comité des pêches de la région. Donc cette coopérative de pêcheurs associe les pêcheurs à l'entreprise de l'éolien, car elle propose des services à la mer comme le transport des techniciens des éoliennes, des supports aux campagnes scientifiques, et c'est un projet très important pour le territoire. Et je tiens à saluer l'organisation et l'implication des pêcheurs sur ce sujet. Il y a aussi le pan de l'industrie, grâce notamment au projet des fermes pilotes, EFGL et Olmed, que nous avons de plus en plus d'entreprises impliquées dans cette filière. Avec la publication de la planification, nous avons des entreprises issues d'autres secteurs, comme l'aéronautique, le pétrolier. Vous savez que dans la région, on est très esprit local, parce qu'on a beaucoup de matières et de savoir-faire. Je salue également Olivier Perret, PDG de SLB, avec qui j'ai discuté quelques instants, et avec un rapport très instructif et très partagé sur le fait de répéter sur INE la puissance de cette filière, et tous les intervenants et tous les acteurs qui êtes là aujourd'hui de pousser en ce sens, hein, et de se coordonner tous ensemble. Et donc ils parleront ensuite de leur projet, des rayonnements possibles. Nous avons les compétences, également un sujet central, voire critique, que nous avons identifié comme tel depuis le début de la structuration de la filière en 2017, dont je vous rappelle, aujourd'hui, grâce à une mobilisation de nombreux acteurs qui se reconnaîtront au diagnostic qu'ils ont réalisé, nous savons mieux où sont les priorités en matière de formation et de sensibilisation. Sur ces bases, un consortium d'académiques, d'universitaires et d'entreprises s'est structuré, là encore, sur toute la façade méditerranéenne pour apporter des solutions et des formations dédiées à la filière. Je vous donne rendez-vous sur le stand de la région à 14 h, pour rappel, pour en découvrir les détails avec l'Université de Montpellier. Ça sera un petit peu plus tard. Nous avons la construction des fermes pilotes. Donc j'en ai dit un mot, mais tout au long de cette année, nous avons vu les fermes pilotes apparaître peu à peu sur les quais de Port-la-Nouvelle et dans les chantiers d'Eiffage à Fos. Ces projets profitent à toutes les entreprises qui y prennent part, de près ou de loin. Je pense notamment aux entreprises portuaires, comme à la CEMOP, à Europort qui donne vie aux infrastructures, à toutes les entreprises impliquées dans les différentes phases de construction, qui montrent que l'expertise et le savoir-faire industriel sont encore bien présents sur nos territoires, et aux développeurs qui, malgré les aléas de ces projets pionniers, gardent le cap et participent activement à la structuration de la filière. Les objectifs 2025. Pour prolonger ce travail de concertation et de coordination, j'ai le plaisir de vous annoncer que le préfet de région et la présidente de la région, Carole Delga, ont convenu de mettre en place dès le début de l'année prochaine un comité stratégique de filière de l'éolien en mer flottant. Par ailleurs, la région et son Parlement de la mer vont proposer aux lauréats de l'AO6 de mettre en place un comité de suivi territorial pour accompagner les candidats dans la mise en place et la réalisation de leurs projets. Il est en effet majeur que pour notre territoire, que les parties prenantes et notamment les élus locaux mesurent l'impact de l'arrivée de ces projets sur notre économie locale et le potentiel touristique de ces projets extraordinaires. On a pu le découvrir d'ailleurs avec une délégation du Parlement de la mer, où nous sommes allés en mission mer du Nord, en Hollande et au Danemark, où nous avons visité justement toute l'avancée, toutes les transformations des ports, de l'industrie, du tourisme dans ces régions, en voyant des transformations d'une pêche qui était très puissante il y a quelques décennies sur l'oil and gas, et aujourd'hui une transformation complète sur les énergies marines renouvelables. Enfin, nous souhaitons continuer à mobiliser autour du sujet industriel, autour des clusters, de l'agence ADOC et d'entreprises expertes dans le domaine. Nous allons mettre en place un groupe technique autour de l'automatisation à ciel ouvert, c'est-à-dire comment pouvons-nous optimiser les chantiers de construction sur les ports à travers l'automatisation. On sait que c'est un enjeu pour vous, industriels. Notre territoire regorge d'expertise, on va s'en servir, de bonnes pratiques et de ressources autour de ce sujet. Et nous voulons les mobiliser, nous voulons vous mobiliser pour amener la filière à un autre niveau, celui qui est nécessaire, celui qu'il nous faut dans notre région et partout, sur toutes les façades françaises évidemment. Celui qui est attendu pour la phase commerciale, parce que je pense
qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, ce n'est plus de convaincre de la nécessité de cette transition énergétique, cette transition écologique, c'est d'être capable, à travers notre coordination, à travers nos volontés, à travers nos savoir-faire, de se coordonner, de mutualiser, de mettre en application et de montrer qu'on peut passer à cette phase opérationnelle. À nous de convaincre, à nous de le démontrer, je dirais, à nous de faire les essais, de s'enrichir mutuellement, et puis à nous, côté région, d'être le bon maillon, le bon coordinateur, de vous aider sur les savoir-faire avec Windoc, avec toutes nos agences, avec tous nos agents, avec la dimension politique de tout le lobbying et tout l'apport qu'on peut avoir avec vous, de faire en sorte que ce soit un projet commun, mais un projet surtout réussi et qui nous permette d'ici 2030 et 2035 d'être en pleine réussite de ce challenge qui nous importe tous. Je pense que j'en ai terminé pour les mots de présentation. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vais à nouveau m'équiper d'un casque. Je vous souhaite un très bon salon, de très bons échanges et surtout que cette dynamique reste positive et nous amène beaucoup d'énergie en nous et sur les mers. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Manas, conseiller régional d'Occitanie, président de la commission Méditerranée. À suivre maintenant notre première table ronde. Son titre, comment l'éolien en mer se structure pour garder le cap. 2024 était marqué par des inaugurations de nouveaux parcs, la définition d'objectifs chiffrés, une cartographie des emplacements et de nouveaux appels d'offres. Il s'agit maintenant de s'aligner opérationnellement. Alors comment s'organiser? Quels sont les enjeux et défis qui attendent les acteurs de cette ambition? On en parle avec nos intervenantes et intervenants. Je vous les présente. Nous rejoint pour nous dire comment l'éolien en mer va s'imposer comme un pilier de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Martin Salmon de la Direction générale de l'énergie et du climat, responsable du pôle développement éolien en mer. Vous allez nous rappeler les objectifs ambitieux fixés par l'État pour l'éolien marin. Et pour nous exposer cette montée en puissance, cette montée en charge progressive, on accueille Paul-Octave Tolu. Merci de nous rejoindre, responsable de la filière éolien en mer à la Creux, la commission de régulation de l'énergie. Vous nous détaillerez le calendrier des appels d'offres, notamment les AO9 et AO10, et on verra leurs impacts sur l'écosystème industriel, car l'enjeu, on l'a entendu à l'instant avec Christophe Manas, est aussi industriel. Et on accueille pour partager sa vision industrielle et stratégique pour structurer une filière européenne de l'éolien offshore, Olivier Perret, président France et directeur Europe Nouvelle Énergie de SLB, président également d'Evolen, Evolen, qui est l'association française des entreprises et professionnels au service des énergies. Merci de vous installer. Vous mettrez notamment l'accent sur les opportunités de l'éolien flottant. On parlera aussi des défis importants à relever pour structurer une filière industrielle robuste, compétitive et durable avec Maëlie Benistan-Hector du syndicat des énergies renouvelables, responsable éolien en mer et EMR. Merci Madame de nous rejoindre. On parlera ensemble des critères des appels d'offres et de l'importance de donner de la visibilité à la filière. On va commencer tout de suite avec vous, Martin Salmon, si vous le voulez bien. Je vous invite à vous saisir du micro de la Direction générale de l'énergie et du climat. On constate une dynamique qui est réellement en marche, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre, sur l'éolien en mer. Donc ça veut dire que le rôle de pilier de la transition énergétique pour l'éolien en mer est vraiment confirmé maintenant? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez également? Très bien. Oui, donc le rôle de l'éolien en mer, il est confirmé. Je pense que si on prend un peu de recul sur la question de la stratégie française de l'énergie et du climat qui est en consultation jusqu'au 27 décembre, il y a deux tendances qui se croisent. Il y a d'une part l'idée que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut finalement réduire la consommation d'énergie. On parle de moins 40% par rapport à 2021 en énergie finale. Donc ça, c'est un effort d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique. Et d'autre part, il faut, quand on ne peut pas faire autrement, électrifier certains usages à des fins de décarbonation. Donc, par exemple, dans les transports ou dans l'industrie. Ça veut dire qu'on va avoir à la fois une baisse de la consommation en énergie finale, mais une augmentation à la fois de la part relative de l'électricité dans le mix énergétique, mais également en valeur absolue. Et cette augmentation de la consommation d'électricité en France, finalement, on l'appelle de nos voeux quand elle est à des fins de décarbonation. Donc ça veut donc dire qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Ça veut aussi dire qu'on est dans un contexte où on a un parc nucléaire historique qui est vieillissant et qui va sortir du réseau probablement de façon très rapide à un certain moment. C'est ce qu'on appelle l'effet falaise.
Et ça veut donc dire qu'il faut finalement redévelopper ce mix électrique en travaillant sur un nouveau programme nucléaire, mais en travaillant également sur concrètement l'ensemble des filières renouvelables, parce qu'il y a des objectifs très ambitieux sur l'éolien terrestre, il y a des objectifs très ambitieux sur le photovoltaïque, et il y a des objectifs très ambitieux sur l'éolien en mer. Objectifs, quels sont-ils? 45 gigawatts mis en service en 2050. Aujourd'hui, on est à 1,5 gigawatts. Alors, il y a les parcs de Vieux-Noirmoutier et de Diable-Tréport qui arrivent. Et un objectif intermédiaire de 18 gigawatts en 2035. Donc ça, c'est pour la place, finalement, qu'occupe l'éolien en mer. Donc, c'est un programme industriel d'une très grande ambition. Et ensuite, la dynamique, alors on va parler, je pense, tout à l'heure de comment on fait pour accélérer, parce qu'il faut encore qu'on change d'échelle. Je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il y a eu un premier changement d'échelle, je pense, depuis 2020. Il y a eu beaucoup d'appels d'offres qui ont été lancés. On a attribué le projet de Centre-Manche 1 d'un gigawatt en mars 2023. Le projet Sud-Bretagne de 250 MW d'éolien flottant, donc un des premiers projets commerciaux avec un tarif d'achat flottant en mai de cette année. Et voilà, je l'espère pouvoir annoncer de très bonnes nouvelles sur les projets méditerranéens d'ici à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Donc c'est aussi un message important. Il n'y a pas d'inquiétude à ce stade à avoir au sujet des deux projets en Méditerranée. Donc ça, c'est des étapes importantes. On a publié les cahiers des charges des AO 7 et 8 la semaine dernière. Il y a un dialogue AO 9 qui est en cours et les candidats ont pu recevoir le cahier des charges également la semaine dernière. Et la préparation de l'AO10, on y reviendra, je pense qu'elle est en cours. Donc la dynamique, elle est clairement enclenchée. Merci Martin Salmon. On a avec nous Paul-Octave Dolu, responsable de la filière éolien en mer à la Commission de régulation de l'énergie. Donc on le voit bien, la dynamique, elle est en marche. Donc il faut organiser tout ça. Pour ça, on a les appels d'offres. Comment ils vont s'organiser ces appels d'offres? Donc effectivement, comme le disait Martin, on a déjà une première dynamique avec des mises en œuvre donc plus régulières de nouvelles procédures concurrentielles. Actuellement, c'est des procédures concurrentielles qui portent sur un lot ou alors sur là aussi deux lots, mais de taille assez réduite compte tenu du caractère un peu plus récent de la filière éolienne flottante. L'idée maintenant, c'est de faire un passage d'échelle avec des procédures qui prennent en compte plusieurs lots. L'AO 9, c'est une procédure de 2,5 gigawatts qui concerne 4 lots différents. Et accompagner ces procédures de clauses d'allotissement qui permettent de diversifier finalement les lauréats. Et ça permet à la fois de mieux répartir les compétences et les ressources techniques, mais aussi les ressources financières entre plusieurs lauréats, et également de répartir les risques industriels qui sont liés à des projets qui sont forcément demandeurs en compétences et qui portent forcément des risques. Donc ça, c'est un peu le passage à l'échelle. Comme disait Martin, l'AO 9, le dialogue concurrentiel commence actuellement avec 12 candidats qui ont été présélectionnés en octobre. L'idée, c'est d'avoir un cahier des charges au cours du premier semestre 2025 pour pouvoir lancer l'appel d'offres et avoir une attribution des zones autour de fin 2025, début 2026, et ce qui donnera déjà de la visibilité à la filière, puisque c'est des projets qui entreront en service autour de 2032-2033. Ensuite, il y a encore un autre passage à l'échelle qui sera l'AO 10. Et là, on est sur un appel d'offres beaucoup plus massif, puisque c'est entre 8 et 10 gigawatts de puissance qui seront attribués. Les travaux sont encore à un stade un peu plus préliminaire par rapport à l'AO 9, mais c'est aussi donc, des projets qui seront mis en service autour de 2035. Donc finalement, avec l'accumulation de tous ces appels d'offres, certes, on a encore, comme il a été dit, des délais qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, jusqu'à la mise en service, mais ça donne de la bonne visibilité à la filière pour se constituer et répondre aux défis que constitue l'installation de puissances aussi importantes de projets éoliens flottants et posés. Merci Paul-Octave. Donc justement, vous parliez des acteurs de la filière. Avec nous, on a Maëlie Bénistan-Hector qui représente le syndicat des énergies renouvelables. On vient d'entendre Martin et Paul-Octave nous dresser le panorama, les perspectives. Qu'attendent maintenant les acteurs de la filière? Puisque là, on parle des appels d'offres. Est-ce que vous attendez de nouveaux critères ou qu'on revoie ces critères? Vous m'entendez? On vous entend. Oui, tout à fait. Okay. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc effectivement, la dynamique de l'éolien en mer est lancée aujourd'hui. Elle est vraiment forte. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'assure désormais que cette dynamique soit positive dans ses retombées, dans sa mise en œuvre pour l'ensemble de l'industrie et de l'économie européenne. Et ça passe notamment par des critères sur les appels 9 et 10, les appels d'offres 9 et 10.
Alors effectivement, je pense qu'il faut qu'on prenne un petit pas de recul. Le contexte actuel n'est pas tout à fait le même qu'il y a quelques années. On a une situation économique qui est assez différente pour les prochains appels d'offres. On a une surcapacité aujourd'hui de pays tiers non européens qui ont des positions très agressives et qui proposent des solutions qui sont vraiment en concurrence avec les actifs industriels européens. Et on a aussi, on peut le constater sur les précédents appels d'offres, une course vers le prix le plus bas qui ne permet pas aujourd'hui à la filière industrielle finalement d'être profitable. Et donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille pour préserver cet outil industriel qui reste aujourd'hui leader au niveau international, mais qui doit être préservé dans les prochains appels d'offres. Et c'est là où effectivement on a travaillé sur les critères à la fois avec les services de l'État et la CRE. Et la filière attend qu'on ait une révision pour l'appel d'offres 9 et 10. Ça passe par plusieurs choses. La première, c'est une révision du critère prix. Aujourd'hui, on a 70% des critères qui sont des critères prix pour la notation finale des offres. Et ce critère reste trop prépondérant aujourd'hui. Donc on peut réviser cette formule de prix pour aplanir, la rendre moins déterminante sur la note finale des offres. Il faut que l'on bascule aussi tous les critères qu'on juge aujourd'hui non différenciants dans les critères hors prix en prérequis obligatoires pour laisser plus de place à des critères plus différenciants. Et là, on entend notamment des critères de robustesse plus importants. Je crois que la filière aujourd'hui est alignée avec les délibérations de la CRE de ces dernières années qui demandent à avoir plus de points sur cette robustesse à la fois technique et économique. Donc on demande plus de 10 points, voire plus de 15 points sur les 100 points attribués dans les offres attribuées à cette robustesse. Et puis on souhaite également introduire ce que nous permet le NZIA, des critères de résilience. Là, si je peux me permettre un petit mot sur le NZIA. Le NZIA, c'est vraiment un tournant majeur au niveau de la filière qui permet justement l'introduction de ces critères de résilience. C'est peut-être pas assez ambitieux sur le papier si on en a une lecture littérale, parce qu'objectivement, le règlement NZIA qui a été publié par la Commission européenne permet un objectif de 40% de production sur le sol européen des technologies net zéro. Mais si on prend l'éolien en mer, aujourd'hui, on a une industrie qui est déjà européenne, avec plus de 90% de contenu local. Donc si on a une lecture littérale du NZIA, finalement, on rate notre ambition pour l'éolien en mer. Donc nous, ce qu'on porte au niveau de la filière, c'est qu'on ait une vision assez volontariste de ce NZIA. Je crois que là-dessus, on est aligné avec les services de l'État et c'est une très bonne chose. On demande à ce qu'on ait finalement une lecture des critères de résilience qui soit immédiate et qu'on puisse les mettre en œuvre dans les prochains appels d'offres. Voilà, je pense que là-dessus, on a la CRE et la DGEC qui sont alignés. Et puis, je rajouterai peut-être 2 éléments sur ces critères. Il faut qu'ils soient quand même relativement homogènes au niveau européen, parce qu'on n'est pas tout seul sur ce marché. Ce marché est vraiment très grand, et plus on standardise, plus ça donne de la visibilité pour les industriels afin de massifier, de monter en cadence et d'être d'autant plus compétitifs, parce qu'on augmente les volumes, et également qu'ils soient relativement stables aussi pour garantir cette visibilité aux industriels et aux développeurs. Et je pense qu'il y a un dernier point aussi, il faut qu'on arrive à trouver la bonne ligne de crête entre la compétitivité pour les consommateurs, la robustesse des offres pour l'industrie, mais également le degré raisonnable de risque pour les développeurs. Aujourd'hui, on a des temps de développement, on l'a dit, qui sont relativement longs pour les parcs éoliens en mer, 12 ans. Ça ne permet pas aujourd'hui à un développeur de sécuriser des accords cadres avec des industriels. Ça n'est pas envisageable, les temps sont trop longs. Donc il faut qu'on puisse aussi prendre ces contraintes en compte et qu'on n'impose pas des choses qui soient trop risquées pour les développeurs. Donc c'est une ligne de crête assez fine à trouver, mais je crois qu'il y a des solutions. Et notamment, ça passe par des critères de résilience et de contenu local un peu plus importants dans les offres. Alors justement, sur ces critères, on a envie d'entendre la DGEC et la CRE. Donc ces remarques que nous remonte Maëlie pour le CER. Comment vous les entendez à la DGEC? Est-ce que vous travaillez actuellement sur ces critères, notamment ces critères dits de robustesse? Oui, c'est pas des sujets qu'on découvre, hein. On les a bien en tête. Il y a eu des premières évolutions avec les cahiers des charges AO7-8 où on a remonté effectivement la robustesse. L'idée, je partage complètement ce qu'a dit Maëlie, hein, c'est d'aller plus loin. C'est d'avoir une interprétation la plus dynamique possible du NZIA. Je pense qu'il faut avoir en tête que le marché de l'offshore, c'est un marché qui peut basculer assez vite.
Donc on peut passer assez vite d'une situation où on a un gros contenu local européen à une situation où on a très peu de contenu local européen. Ça ne va pas se faire en 10 ans, ça peut se faire en 2 ans ou en 3 ans, parce qu'il y a peu de projets et c'est des gros projets. Donc il suffit que sur la O10, la moitié des projets soient avec des turbines chinoises pour que la moitié du marché sur l'année soit chinois et ainsi de suite. Donc c'est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Ça implique de tester des choses nouvelles, ça implique d'avoir une approche particulièrement ambitieuse en début de négociation avec la Commission européenne, ce qu'on a fait. Il y a certains candidats dans la salle, ils ont dû voir beaucoup de choses nouvelles dans les cahiers des charges de l'AO9. On a aussi entendu certains développeurs se plaindre aussi dans la presse en disant que du coup c'est un peu plus compliqué, ça génère un peu plus d'incertitude pour les développeurs, donc c'est une ligne de crête à trouver. Après sur cette question finalement de l'enjeu industriel, nous on est très clair, alors on verra ce que dit le nouveau gouvernement, mais les mandats précédents qui nous ont été confiés étaient explicites sur le fait de dire prenons le temps d'avoir cette ambition. Et tout en ayant on est entre le marteau et l'enclume parce qu'en même temps on veut attribuer l'appel d'offres numéro 10 avant fin 2026. Néanmoins il faut qu'on prenne le temps effectivement de tester ces nouveaux critères. Donc ça passe par des critères de résilience, des critères de diversification, ça passe peut-être par une évaluation carbone simplifiée où on s'ajusterait sur une idée de mix pays en disant finalement ce qui fait le bilan carbone d'un parc c'est l'acier. Regardons le mix pays de chaque pays qui produit de l'acier et finalement évaluons peut-être un peu moins bien, mais de façon un peu plus discriminante sur ces questions-là. Ça passe évidemment par le fait de renforcer la robustesse. Je pense que ça, c'est un des gros sujets pour nous. Et ça passe par continuer à réfléchir sur cette formule de prix. C'est important de rappeler qu'on l'a déjà fait évoluer depuis la O6, de façon à la rendre effectivement moins pentue. Aujourd'hui, le 70%, on ne peut pas y toucher. C'est inscrit dans les lignes directrices relatives aux aides d'État, mais on peut effectivement rendre cette formule un peu moins incitative. Donc oui, c'est un gros sujet pour nous. Paul-Octave Tolu, vous voulez rebondir sur la question des critères? Oui, je pense qu'on partage vraiment totalement les points qui ont été développés par le CER et la DGEC. C'est vraiment les 3 points qui sont la robustesse qu'il faut augmenter. Martin l'a bien fait remarquer, au niveau AO7 et AO8, il y a eu des progrès, on est passé à 8 points. On espère que ça va continuer et aller encore plus loin pour AO9 et AO10. Pour ce qui est aussi de l'évolution de la formule de prix, c'est pareil. On espère que les efforts qui ont été faits sur AO7 et AO8 vont se poursuivre. Et on est aussi tout à fait d'accord sur l'intérêt de valoriser le contenu de la filière européenne de l'éolien en mer, qui est une filière performante et qu'il faut maintenir dans les années, puisque là on est vraiment sur la montée en charge. Ce serait dommage qu'il y ait un décrochage actuellement, alors que la filière vraiment prend son envol. Olivier Perel, la filière est en passe de prendre son envol, mais c'est quoi les conditions de la réussite? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parce que j'étais là il y a 3-4 ans. D'ailleurs, le groupe ne s'appelait pas SLB à l'époque, mais s'appelait Schlumberger. On a changé notre nom entre-temps. Leader mondial des services pétroliers. On s'interrogeait à l'époque en se disant est-ce qu'on va rentrer dans l'éolien ou pas et comment on y rentre. Et donc je suis à la fois le petit nouveau ici dans la filière, donc je ne prétends pas du tout représenter toute la filière des industriels, mais peut-être partager avec vous pourquoi un groupe international comme Schlumberger et SLB maintenant décide de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait être pertinent dans cette nouvelle filière et nous, on s'est attaché en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter à une filière comme l'éolien offshore. On a tout de suite zoomé sur l'éolien offshore flottant. Okay, donc, si vous me permettez, aujourd'hui, je parlerai de cette dimension-là parce que c'est celle qui nous paraît particulièrement pertinente pour un industriel et une société de services qui s'est développée autour de l'oil and gas. Et donc, on pense qu'on a des choses à apporter. Et pour votre première question, j'allais dire, d'abord, on regarde un marché potentiellement gigantesque. Hein. On parle de gigawatts. Nous, on aime bien parler de milliards d'euros également, de chiffre d'affaires potentiel. Et juste pour donner un ordre de grandeur, en gros, c'est relativement facile de convertir un watt ou un gigawatt c'est pas loin d'un facteur, allez, ça dépend, 2, 3, 4, en milliards d'euros. Donc quand on parle de, je sais pas,
Tout à l'heure, M. Manas parlait de 3,5 gigawatts juste en face de nous en Méditerranée. 3,5 gigawatts, c'est probablement au-dessus de 10 milliards d'euros de potentiel de business. Donc, première chose qui attire, évidemment, sur une filière qui, elle, n'est pas mature du tout, celle-là, celle du flottant. Celle de l'éolien, ça coupe tout le temps, je ne sais pas si c'est moi ou Mais on vous entend bien en tout cas. Ok, parfait. Et donc, première chose, il y a un potentiel, c'est une nouvelle filière, le flottant, et donc un nouvel acteur peut prétendre s'y positionner et apporter quelque chose de différent. Et donc, la clé, évidemment, c'est comment on s'insère. On va en parler peut-être tout à l'heure, comment on s'insère dans la supply chain. Mais première chose, grande possibilité, un business considérable. Hein. Et évidemment, nous, en plus, on a des... Et j'en parlerai un petit peu plus, je le détaillerai. On a une grosse usine en Occitanie, hein, à Béziers, qui fait des grosses pièces mécaniques, et donc qui est ouverte sur la Méditerranée, avec un accès direct au port de Sète, qui nous permet en plus de distribuer partout en Europe relativement efficacement, et même avec une empreinte environnementale très faible. Donc voilà, on regarde, groupe international, on regarde de loin, on se dit, tiens, opportunité, gros business. J'ai perdu ma voix, désolé. Et supply chain nouvelle, ok. Et puis un pays comme la France, on va parler du collectif, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi avec une façade maritime incroyable. Hein. On est vers le sud, avec justement l'éolien flottant, la Méditerranée, c'est quand même une histoire d'amour potentielle. Hein. Très vite, il faut faire du flottant en Méditerranée, parce que ça plonge rapidement, le posé va être plus limité. Et puis, évidemment, il y a l'Atlantique, puisqu'on a accès relativement facilement. Et puis, il y a tout ce qui est mer du Nord, tout ce qui se passe en UK, tout ce qui se passe en Écosse et autres. Extrêmement gros marché. Voilà, on est là. Merci à toutes et à tous. Vous avez bien dessiné l'horizon. On voit où on va. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à répondre à cette ambition. Martin Salmon, quels sont les défis que l'on doit relever? Il y en a beaucoup, d'une part. Je pense qu'il y en a qu'on a déjà partiellement relevés. Je pense notamment à un défi législatif et réglementaire. On n'avait pas historiquement le cadre, je pense, propice au développement de l'éolien en mer. Donc il y a eu la loi ESSOC, la loi ASAP, il y a eu la loi APER, donc 2018, 2020 et 2023, qui aujourd'hui nous donne un cadre beaucoup plus favorable, ne serait-ce que sur la question des recours. Aujourd'hui, s'il y a un recours sur l'éolien en mer, et il y en a, on va directement au Conseil d'État. Donc par rapport au parc des AO 1 et 2, on gagne pratiquement 4 ans. Il y avait un autre grand défi qui a été beaucoup évoqué ces 2 dernières années, c'est celui de la planification. La filière nous a beaucoup dit, il nous faut une visibilité. Les acteurs locaux nous ont dit, il nous faut une visibilité. Et de ce point de vue-là, le 17 octobre, avec la décision interministérielle qui a été publiée au journal officiel, on a passé une étape majeure, inédite. Le ministre de la Mer a parlé de décision historique, et je pense que le mot est pas trop faible, puisqu'on a, si on se rend compte un peu, on a 15 gigawatts de projets où on peut dire on va les faire globalement dans cet ordre, et on n'aura pas besoin de refaire un débat public pour les développer. Ce qui est quand même par rapport à une logique historique où on faisait un débat public, un projet, et on revenait 4 ans plus tard avec un autre débat public et un autre projet. Là, on a une accélération qui est majeure. Ensuite, sur les 20 gigawatts suivants, on a aussi un peu des macro-zones qui nous permettent de donner une visibilité, même si on se dit on va continuer à travailler, à faire des études, et on va essayer d'en reparler finalement lors de la future mise à jour des documents stratégiques de façade. Donc planification, c'est quand même un défi qui n'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire, mais sur lequel il y a une étape majeure qui a été franchie. Après, il y a la massification, je pense, dans les grands défis. Donc c'est ce qu'a évoqué aussi Paul Octave tout à l'heure. Sortir d'une logique 1 ou 2 projets par procédure. Se dire que les procédures d'appel d'offres, elles sont longues, complexes, difficiles parfois pour les développeurs, ça leur coûte de l'argent. Mais si c'est pour faire entre 8 et 10 gigawatts, on commence à avoir une économie d'échelle extrêmement importante et qui a beaucoup plus de valeur que de gagner peut-être quelques mois en abrégeant une discussion qui est pourtant nécessaire et qu'on doit avoir. Donc il y a la massification. Du point de vue des services de l'État, il y a aussi, et c'est important de le rappeler, l'anticipation des études techniques et environnementales. Parce que c'est la DGEC qui pilote finalement toutes ces études de dérisquage qui sont sur le chemin critique des projets, bien plus d'ailleurs que les procédures d'appel d'offres.
Il y a un gros enjeu raccordement qu'il faut aussi citer. Il va falloir intégrer tous ces projets dans le réseau électrique français. Donc RTE, normalement, devrait publier son schéma décennal de développement du réseau en janvier, ce qui va, je pense, donner une bonne vision à l'ensemble des parties prenantes des contraintes que ça va générer sur le réseau. Très concrètement, il y a des endroits où il va peut-être falloir tirer des lignes 400 sur Terre, ce qui va aussi poser des questions d'acceptabilité. Donc l'enjeu raccordement, il est aussi extrêmement complexe. Il est probablement aussi coûteux, on parlait de milliards tout à l'heure, il est probablement aussi coûteux que les parcs eux-mêmes. RTE sur un marché où ils sont en concurrence avec énormément de GRT européens. Donc RTE a besoin de standardiser et de massifier ses achats et on y travaille aussi beaucoup à la DGEC. Il y a un enjeu industriel aussi plus global, faire des parcs de 1 ou 2 gigawatts de flottants. On voit les fermes pilotes aujourd'hui qui sont en train de se mettre en œuvre, c'est 30 mégawatts. Donc là, on a un changement d'échelle industrielle dans la capacité à faire. Et c'est pour ça aussi qu'on accompagne avec beaucoup d'attention les ports. Puisqu'aujourd'hui, les ports sont vraiment sur le développement du flottant. Le nœud de l'affaire, entre guillemets, il faut trouver des espaces porteurs pour rassembler les flotteurs. Et il faut trouver des capacités pour faire de l'intégration bord à quai. Et sur ce point, c'est un nouveau marché. Donc c'est aussi une opportunité quand même assez importante en matière de contenu local que de faire ça. Donc on a un appel à projet port avec aujourd'hui 190 millions d'euros d'enveloppe à allouer au port des différentes façades. Alors c'est peut-être pas assez. Alors on espère que ce sera peut-être plus si jamais les projets sont de qualité. On aura la copie fin janvier 2025, c'est ça. Donc ça c'est aussi une étape très importante. Donc ça fait beaucoup de défis, le tout dans un contexte politique que l'on connaît, le tout avec des enjeux calendaires assez importants, puisque comme on le disait tout à l'heure, on veut attribuer les appels d'offres quand même assez rapidement. Donc, mais sur l'ensemble de ces voyants, finalement, on est en train de passer au vert petit à petit. Pollock Taftolu, on vient d'aborder les défis et on le voit, ils sont nombreux. Martin a évoqué aussi un point de vigilance sur le raccordement. Il y a d'autres points de vigilance que vous voyez ? Alors du côté de la CRE, il y a effectivement le point du raccordement qui est très important puisque la CRE est en charge de définir la méthode de calcul du TURP, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Et ce sont effectivement des coûts qui ne s'affichent pas en général lors de la décision ministre. On voit le prix en euros du mégawattheure de la ferme en elle-même, mais c'est des coûts qui sont portés par les consommateurs in fine via le TURP. Donc comme disait Martin, c'est des coûts qui peuvent représenter de l'ordre de 50% des coûts totaux finalement d'un projet. Donc c'est vraiment très significatif. Et les GRT sont tous en concurrence actuellement compte tenu de la massification de la filière en Europe pour sécuriser les capacités de production des équipements qui sont nécessaires au raccordement. Donc il y a la question également de voir comment est-ce qu'on séquence le planning de mise à disposition des ouvrages de raccordement de façon à ce qu'il soit d'une part effectivement le plus rapide possible, mais aussi de façon quand même à optimiser finalement les coûts pour éventuellement profiter d'opportunités de détente de la filière industrielle. Voilà, lorsque je vais les ramasser, Martin. Merci. Lorsque les capacités de production seront plus développées. L'autre point qu'on voit côté Creux, c'est un point plus en aval, c'est l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique français. Lorsque les premiers appels d'offres ont été lancés, l'opportunité d'avoir des prix négatifs, c'était quelque chose d'extrêmement théorique. Au premier semestre 2024, il y a eu 235 heures de prix négatifs sur le marché spot. Donc il faut que dans les prochains appels d'offres, les installations soient incitées à maximiser dans la mesure du possible leur production lorsque le système en a besoin et surtout à l'arrêter lorsque le système finalement est en surcapacité. Et de ce côté-là, la CRE a publié il y a quelques semaines une analyse sur les prix négatifs et a fait des propositions à la fois pour adapter les contrats existants d'obligation d'achat pour AO1 et AO2 et aussi pour réinstaurer des incitations économiques pour les acteurs des futurs appels d'offres à s'adapter au système électrique français, notamment par exemple lorsque les prix sont très faiblement négatifs, est-ce qu'il y ait une incitation un assouplissement des conditions d'arrêt des centrales de façon à ce qu'il n'y ait pas des arrêts massifs d'éoliennes par exemple, alors qu'on a quand même besoin qu'il y ait une partie des capacités renouvelables qui reste en activité sur certaines heures. Donc voilà, ça c'est des travaux qui sont... Finalement, les conditions seront très en aval par rapport à toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, mais il faut les intégrer dès maintenant dans les appels d'offres pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans 10 ans. Merci Maï Bélistan, Hector. On vient de faire le point là, des défis, des points de vigilance. Vous voyez d'autres défis, d'autres points de vigilance. En tout cas, vous êtes
Raccord? Vous êtes en phase? Oui, alors moi j'ajouterais quand même peut-être, j'insisterai sur le changement d'échelle à venir sur l'industrie de l'éolien en mer. Si on regarde au niveau européen, on est de l'ordre de 4 gigawatts de capacité de livraison annuelle. Demain, il nous faudrait 12 à 14 gigawatts par an. Donc ça donne un ordre d'idée du triplement des capacités qu'on doit avoir d'ici 2035 pour répondre aux ambitions. On a parlé notamment des 18 gigawatts en France. En Allemagne, c'est 30 gigawatts pour 2030, alors qu'ils ont 2 fois moins de linéaire de côte que nous. Au Royaume-Uni, alors là, c'est des ambitions encore plus importantes avec 60 gigawatts. Donc on a vraiment un changement d'échelle énorme et la marche est assez haute. Si on prend le cas du flottant, on a des fermes pilotes qui ont permis de dérisquer beaucoup de choses. On a mis 2 ans et demi à construire 3 flotteurs. Demain, il faut qu'on en sorte 50 par an. Donc ça vous donne un ordre d'idée quand même du changement d'échelle. Là-dessus, on a parlé effectivement donc on a ce changement d'échelle dans un contexte où on a une difficulté à préserver notre industrie et pour autant, il faut qu'on investisse dans des nouvelles capacités. Donc on est vraiment face à ce paradoxe de monter en cadence dans un contexte où finalement, les conditions ne sont pas réunies pour inciter les industriels à investir et à préserver leurs atouts sur le territoire français et européen. Donc ça passe par les critères, on l'a dit, ça passe également par d'autres choses. Je crois que le premier point, ce sera la tenue des calendriers. C'est vraiment important de donner de la visibilité sur les prochains appels d'offres. Donc une attribution, on l'a dit, fin 2026, côté filière, c'est vraiment très attendu de cette AO10. Donner de la visibilité sur les suites de l'AO10. On a parlé de l'AO11, peut-être qu'il y a un AO12 aussi à envisager, mais l'anticiper dès maintenant. Il y a un deuxième point, c'est accélérer. Je crois que la DGEC l'a dit, mais effectivement, il faut qu'on accélère. Ça passe par une attribution plus rapide. Aujourd'hui, tous les appels d'offres ont pris du retard jusqu'à présent. Donc on souhaite que ce ne soit plus le cas pour les prochains appels d'offres. Mais ça passe également par une accélération du permitting pour réduire finalement le délai entre l'attribution de l'appel d'offres et la décision finale d'investissement. Et ça, c'est assez structurant pour les industriels, pour éviter les trous d'air et garantir finalement un lissage industriel dans les prochaines années et sécuriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis ça passe aussi par un accompagnement du développement des infrastructures pour accompagner cette structuration de la chaîne de valeur. C'est particulièrement vrai pour l'éolien flottant. On part de zéro sur l'éolien flottant, on est très avancé sur le posé, sur l'éolien flottant, finalement tout est à faire. On a parlé de l'appel à projet portuaire qui sera insuffisant. Je pense qu'il faut qu'on donne de la visibilité, aller plus loin. La première enveloppe, c'était un premier pas important, 180 millions, mais on l'a dit, c'est pas suffisant. Il y a des annonces qui ont été faites. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui, de la part de l'État, d'avoir une vision, un modèle économique portuaire pour comprendre quels vont être les choix des ports pour se spécialiser et pour que les développeurs puissent ensuite se positionner dans leurs offres et anticiper cette question des portuaires. Et puis après, on a d'autres problématiques, d'autres défis. Je pense notamment aux moyens nautiques, où là on sait, si on regarde les chiffres européens, qu'on va avoir une difficulté sur les moyens nautiques d'installation de câbles, d'installation des turbines en mer à l'horizon 2035. Et on va également avoir des difficultés, je me suis perdue dans mon fil, excusez-moi. On vous suit bien en tout cas. Ah oui. Alors j'ai dit quoi? Les ports, les câbles et effectivement les moyens nautiques. Et je voulais dire autre chose, je crois que je me suis perdue. Ça va revenir plus tard. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, on a besoin de cette visibilité sur le plan industriel et qu'on va avoir une montée en charge qui va être extrêmement forte. Et aujourd'hui, on doit mettre en musique tous ces aspects-là pour que qu'on soit au rendez-vous et qu'on ne rate pas le train de demain. Voilà. Martin Salmon, on vient de parler du changement d'échelle. On a tous conscience en fait qu'il y a un double enjeu, un enjeu de souveraineté énergétique et industrielle. Donc là, il s'agit maintenant de s'organiser pour embarquer tout un écosystème industriel. Oui, je pense que c'est vraiment l'objectif. S'il y en a un, c'est d'assurer que ces projets vont continuer à se faire avec ces projets vont se faire avec une industrie qui sera européenne et française dans la mesure du possible. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé du NZIA. Je pense qu'il y a d'autres vecteurs qui sont importants. On a parlé de la AP Port et de la question du budget. Il y a aussi d'autres outils comme le C3IV aujourd'hui qui permettent de favoriser quand même de nouveaux investissements dans le monde portuaire. Il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier, finalement l'industrie de l'éolien en mer, c'est des grandes usines, mais c'est aussi un réseau de PME, un réseau de TI. Et là-dessus, je salue aussi le travail des différents clusters régionaux qui sont fédérés à l'échelle nationale aussi pour accompagner la filière. Ça, c'est un sujet qui est
peut-être plus facile à traiter dans les cahiers des charges, donc on traite depuis assez longtemps avec des sujets de taux de recours au PME qu'on impose aux différents développeurs. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est assez important. Je pense qu'il faut aussi garder la tête froide, dans le sens où on est dans un système qui est en train d'accélérer très fortement en termes d'ambition. Forcément, il y a des nouvelles problématiques qui se posent. Si je vous donne un exemple aussi très concret, avant de publier les cahiers des charges de la OCT de la E8, finalement, on a eu des échanges avec le ministère des Armées sur les mesures de compensation nécessaires pour finalement permettre que ces projets se fassent. Récemment, dans un pays nordique, il y a quand même plus d'une dizaine de projets dont les permis ont été annulés par le ministère des Armées, qui considérait que ça générait trop de problématiques en termes de diffraction des ondes radar, et donc ça posait des questions en matière de sécurité nationale. Ces échanges, on les a avec aujourd'hui l'état-major de la marine, qui est finalement la porte d'entrée sur ces questions-là. Personne n'a dit que ces échanges ils étaient faciles à mener. Parce qu'il y a la souveraineté énergétique, puis il y a la souveraineté tout court, entre guillemets. Et c'est dans l'intérêt des développeurs qu'on puisse les mener avant de publier un cahier des charges, plutôt qu'après, une fois qu'ils nous ont déposé leur offre, et que finalement le ministère arrive et dit en fait il faut que vous réduisiez la taille de vos turbines, ou il faut que vous les mettiez autrement, sinon on n'autorisera pas le projet. Et donc ça, c'est des choses qui, il y a 5 ans, étaient traitées finalement en disant bon bah là, on n'anticipe pas trop, on verra plus tard et on en parlera au moment de l'autorisation des projets. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est non, on a un travail de planification qui est fait, il faut qu'on lève toutes les contraintes. Et donc parfois, ça génère des délais supplémentaires sur les appels d'offres. Et je pense que j'ai beaucoup de sympathie pour le propos de la filière qui dit c'est compliqué, c'est des appels d'offres qui sont longs, on y met du temps, on y met de l'argent et ensuite ça met 6 mois de plus que ce qui est prévu. Je tiens quand même à rassurer que si on met 6 mois de plus par rapport à ce qui est prévu, c'est parce qu'il y a des nouvelles problématiques qui se posent et qui sont nécessaires. Et si on les prend pour un projet, pour un appel d'offres de 8 à 10 gigawatts, je pense que ça vaut le coup de les prendre, d'autant plus que ce n'est pas sur le chemin critique des projets. Donc c'est vraiment en levant finalement toutes ces contraintes que posent ces projets, et je pense qu'à partir de l'AO10, on commencera à se dire, ok, on a probablement 18 gigawatts en développement en France, avec déjà un énorme défi industriel à relever pour essayer de faire en sorte que ces 18 gigawatts soient connectés au réseau d'ici à 2035. Il ne faut pas se voiler la face. Et ensuite, on pourra commencer à se projeter sur les AO11 et les AO12. Aujourd'hui, la première échéance, c'était de trouver les zones. Là, on les a. Mais ce sera probablement plutôt à l'horizon 2028-2029 qu'on commencera à lancer ces appels d'offres. On va faire un zoom sur l'éolien flottant avec vous, Olivier Perret, parce que vous avez dit tout à l'heure, il faut faire émerger tout un écosystème industriel autour de l'éolien flottant. Il y a des opportunités énormes. Donc, par quoi on commence ? Oui, on vient de voir par mes copanelistes que l'État, les régions s'engagent. Donc ça, c'est une super nouvelle, hein, d'ailleurs. C'est ça qui fait investir un industriel international ici en Occitanie. Mais malheureusement, ça ne nous protège pas d'une concurrence qui pourrait, où tout d'un coup, tous les flotteurs, ils viennent d'ailleurs, hein, ils viennent d'Asie. Donc nous, on a fait l'investissement, on a pris le risque d'investir en France, en Occitanie, dans une usine qu'on a à Béziers, et qui était dédiée à l'oil and gas et dont on est en train de renouveler complètement une partie pour l'éolien flottant. Okay. Alors évidemment, quand on prend ce risque-là, on se dit est-ce que le reste va suivre? Et ce qui est critique, et tout ce qui a été dit, je ne vais pas y revenir évidemment. Pour moi, il y a plusieurs défis. Un défi aujourd'hui, quand on parle du flottant, il n'y a pas de convergence en technologie. C'est-à-dire, je ne sais plus combien, l'autre jour on faisait il y a 80 différents types de flotteurs qui existent, qui se battent un peu, chacun très prototype et autres. Donc il va falloir avoir, à un moment ou à un autre, une convergence vers un certain nombre pour que toute la chaîne qui va être capable de les fabriquer, ces flotteurs, s'optimise sur un certain nombre de design. Voilà, bon, ça va se faire avec le temps. Mais l'autre aspect qui est critique, c'est comment est-ce qu'on assemble une chaîne de valeur. Nous, ce qu'on va y faire là-dedans, c'est que, fort de notre compétence à la fois de fabriquer des grosses pièces mécaniques et aussi une maîtrise du digital et de la robotique unique au monde,
hein, juste, je fais une petite parenthèse. On a une ligne automatisée à Béziers aujourd'hui dans notre usine qui fait des pièces mécaniques à partir d'ébauches forgées, qui fait des pièces petites. On les appelle petites parce qu'elles tiennent dans un cube de 80 cm et on les fait entièrement automatiquement. On a investi il y a 3 ans dans une chaîne automatisée de la sorte. Grâce à ça, on a rapatrié à Béziers des pièces qu'on faisait faire en Chine et en Malaisie et on les fait moins cher à Béziers, ces pièces. Oui, oui, on les fait moins cher à Béziers. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité à ne pas savoir être compétitif en France pour fabriquer des choses. Et une fois de plus, fort de cette expérience-là, on s'est dit, bah tiens, ça c'était pour nos métiers de l'oil and gas, hein, des pièces mécaniques pour ça. On s'est dit, tiens, mais peut-être qu'on peut le faire aussi pour l'éolien, et en particulier l'éolien flottant, parce qu'on est quand même, oil and gas, très familier avec ce qui se passe offshore. Et donc, on se lance à investir. On a commencé notre investissement, un investissement très lourd. On n'a jamais autant investi en France. Et d'ailleurs, c'est le plus gros investissement du groupe SLB en fabrication dans le monde qu'on fait à Béziers. Pour être capable de fabriquer des grosses pièces, alors d'ancrage, des grosses pièces de flotteurs, on sera capable également de faire de l'assemblage de sous-ensembles, tests, qualifications, etc. Donc on y va. Le risque qui reste, néanmoins, c'est que on pense, nous, être très compétitifs par rapport à la compétition. C'est même pas la compétition européenne, c'est la compétition chinoise et coréenne. Hein. Est-ce que, dans quelle mesure, on va être capable, en France, et en Europe plus largement, hein, il faut jouer européen, que tous les maillons de cette chaîne de l'éolien flottant seront également compétitifs. Donc comment on fait? C'est là où il faut réaliser un inventaire finalement des ressources, des compétences. Il faut faire l'inventaire, dire tiens, toi tu fais ci, toi tu fais ça, et moi je fais ci, et je suis compétitif, même si je ne suis pas dans la filière. Parce que nous, on n'y était pas dans la filière il y a 3 ans. On y rentre. Pardon. Donc, inventaire de ce qui existe, bien sûr, déjà, de la filière, ce qui n'y existe pas, mais qui pourrait être particulièrement pertinent du fait d'autres compétences qu'ils ont dans leur métier d'avant. Hein, c'est un peu notre cas. Et puis après, la question, c'est de dire, d'accord, mais on fait comment? Comment on crée ce tour de table? Comment on se met ensemble en se disant, bon, alors, tiens, tu vas faire ce morceau-là, moi je vais faire ce morceau-là, et ci et ça, dans les règles de la concurrence, hein, bien sûr. Mais qui coordonne alors? Et qui coordonne? Alors là, bon, en tant qu'industriel, on en a autour de nous, il y a des organismes qui sont là pour, heureusement, représenter la filière et autres. Moi, je trouve que je suis président aussi d'Evolen, qui est une association des anciens de l'oil and gas qui aussi sont en train de se transformer. Donc on a 300 entreprises très motivées justement pour participer dans ces nouveaux écosystèmes. Donc, milieu associatif, important. Mais je dirais, ce qui est très très important, c'est aussi le milieu des pouvoirs publics, qu'ils soient régionaux, d'ailleurs, ou qu'ils soient nationaux, c'est-à-dire, et même supranationaux européens. Pardon. Comment fait-on pour faire cet inventaire, en sachant qui est pertinent et qui l'est moins, et surtout donner confiance à l'autre, c'est-à-dire, moi, je vais être d'autant plus libre et enclin à investir si je sais qu'à côté, je vais avoir un certain nombre de petits camarades qui aussi sont pertinents et avec lesquels peut-être on va faire affaire d'ailleurs et tout ça pour monter cette filière compétente. N'oublions pas que cette chaîne, elle est très compliquée hein, dans l'éolien flottant. On parlait de port d'un côté, on parlait connexion au réseau de l'autre, il y a les flottoristes, il y a les turbiniers, il y a etc. Évidemment, il y a les opérateurs et autres. Très compliqué. D'autres pays, sans les nommer, très loin vers l'Asie et très loin vers l'Ouest de l'autre côté, sont beaucoup mieux organisés que nous à créer ce genre de collectif. C'est notre défi aussi.
Et alors, on va parler brièvement, parce qu'ensuite on aimerait vous donner la parole, parce que vous avez sans doute beaucoup de questions, parce que le débat est passionnant. Vous avez parlé de l'usine de Béziers. Est-ce que là, on a une petite réponse? Vous avez réalisé un inventaire sur le territoire des compétences, des ressources. Est-ce que ça peut nous aider à entrevoir la suite à un niveau national? On a créé quelque chose qui était complètement une chose très nouvelle pour nous. On a créé notre Éden. Alors l'Éden, c'est l'écosystème durable et énergie naturelle. Un petit paradis, ça. Petit paradis. L'Éden, c'est quoi? C'est qu'il se trouve qu'à Béziers, la première façon dont on a commencé cette transition énergétique dans le groupe SLB, Schlumberger d'alors et SLB d'aujourd'hui, c'était dans l'hydrogène. Okay, on a créé une joint venture qui s'appelle Genvia. Certains peut-être connaissent. Genvia, c'est une joint venture entre le CEA et SLB et d'autres partenaires minoritaires, dont la région Occitanie, du reste. Grande première pour nous, public-privé, organisation de recherche publique et grand industriel international, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Éden? Dans l'Éden, c'est un moyen. Alors, qui appartient à cet écosystème-là? Ou qui appartient? Qui s'engage? C'est industriel, évidemment. Alors, on a démarré par Genvia et SLB et l'hydrogène. Mais il y a la région, parce que qu'est-ce qu'on s'est dit? On va créer une gigafactory autour de l'hydrogène pour fabriquer des électrolyseurs de demain. On espère, je croise les doigts, on avance bien là-dessus. Ça veut dire que dans 5 ans, on aura besoin entre 500 et 2000 personnes pour l'usine. On a besoin de foncier, on a besoin de compétences. Et tout ça, ça va bien au-delà de la décision d'un industriel, comme vous imaginez. Okay? Il faut que les pouvoirs publics locaux soient entièrement partie prenante. Il faut que l'État aide parce qu'il y a également besoin de financement dans une technologie de rupture, etc. Et on a su, ensemble, ici, et pour moi c'est toujours un grand plaisir de venir en Occitanie, et grâce en particulier au leadership de Madame Delga, de créer cet écosystème où on se rassemble. Chacun dit, tiens, moi je vais prendre le risque du foncier. Ok, bon, on vient d'obtenir un potentiel de 150 hectares pour notre usine, qui échappe d'ailleurs au quota de zéro artificialisation, parce que c'est une grande cause nationale, etc. Et on vient de créer une branche de l'IUT de Béziers dédiée à la robotique et l'intelligence artificielle, etc. Donc ce collectif, on sait faire. On sait faire à l'échelle d'une région, je crois beaucoup à cette échelle-là d'ailleurs. Mettons l'éolien flottant dedans et puis élargissons-le et pourquoi pas, on a bénéficié, je finis juste 30 secondes, on a bénéficié dans l'hydrogène d'un IPCEI, hydrogène, où l'État a vraiment 7 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène et autres. Peut-être qu'on a besoin d'un IPCEI pour l'éolien flottant. Merci. Alors avant de vous inviter à réagir, un dernier sujet qu'on voulait voir avec vous, Maëlie, parce que Olivier il a parlé des compétences. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir toutes les ambitions du monde. Si on n'a pas les bras, c'est compliqué. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a parlé de la dynamique et effectivement, cette dynamique, elle passe par un nombre d'emplois supplémentaires réguliers. Donc là, on est à 8000 emplois aujourd'hui en France. C'est à peu près 1000 emplois supplémentaires par an. On est à peu près sur la même tendance au niveau européen et ça passe par des compétences. Et ces compétences, aujourd'hui, elles sont très recherchées. Je pense qu'elles sont recherchées dans le secteur de l'éolien en mer, mais également dans d'autres secteurs. Je pense au nucléaire notamment, à l'automobile, le bâtiment et l'aéronautique. Et là, c'est un peu tarte à la crème, mais effectivement, on a des difficultés de recrutement sur certains métiers en tension. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'Observatoire des énergies de la mer, qui est piloté par la Fondation OpenSea, qui nous donne cette visibilité sur la situation de l'emploi de la filière de l'éolien en mer. Et aujourd'hui, grâce à cet observatoire, on constate et on confirme qu'effectivement, les métiers de soudeur, d'ingénieur environnement, de technicien de maintenance sont des métiers qui sont recherchés et pour lesquels on a des vrais besoins. Ça va être d'autant plus le cas demain. On sait par exemple qu'il va y avoir 6 projets de PR2
dont la mise en service est prévue pour 2038, c'est des calendriers qui sont vraiment parallèles et concomitants avec les calendriers de l'éolien en mer. Donc il nous faut trouver ces compétences. Ça n'est pas une fatalité. Je pense que pour les besoins immédiats, on peut envisager déjà de donner plus de visibilité à notre filière. Et là, il y a des très bonnes initiatives qui ont été faites. L'idée, c'est de sortir de son couloir de nage, de parler à d'autres secteurs pour donner de la visibilité aux énergies de la mer, qui ont des raisons d'être attractives. Je pense qu'on est tous convaincus ici de l'intérêt de cette filière. Ça peut être des reconversions dans un premier temps de secteurs qui sont plus en berne, l'automobile par exemple. Et c'est effectivement développer des outils de communication à l'intention du grand public. On a le site Working Blue qui est un bon exemple qui référence l'ensemble des offres d'emploi pour le secteur. On a un forum également de l'emploi dédié aux EMR qui est copiloté par BlueSign et France Travail. Ce sont des initiatives, je pense, qui peuvent être reproduites à plus grande échelle pour qu'on sorte un peu de notre couloir de nage. Et à plus long terme, on a effectivement le levier des formations. Et là, je crois qu'aussi, on a de très bons exemples. On a les chantiers de l'Atlantique qui ont fait ce choix-là, où ils forment en interne, avec l'école des chantiers de l'Atlantique, leurs soudeurs, leurs charpentiers métaux. Les gestionnaires de réseau ont fait ce choix-là aussi. Ils ont développé l'école des réseaux avec Enedis, RTE, Sicabel, les câbliers. Et je crois qu'on peut continuer cette lancée et développer des formations pour répondre à la demande de demain. C'est une bonne nouvelle, je crois que c'est un constat qui est partagé au niveau de l'État. Il y a eu des soutiens dans le cadre des programmes compétences et avenir notamment, avec des prochains projets qui ont été annoncés. Je pense au projet notamment Capemar qui annonce des programmes de formation dédiés à l'éolien en mer pour les années à venir à La Rochelle. Et c'est vraiment ce genre d'initiatives qui vont nous permettre de relever le défi de la compétence, mais je crois que ce n'est pas une fatalité et qu'on a des solutions. Merci pour ce mot d'optimisme. On va vous inviter à réagir. On a des micros qui circulent. Alors je vais vous inviter à lever la main pour ceux qui souhaitent remonter une question, une réaction. On va faire comme ça. Donc on a le petit micro qui est prêt. On a une question tout en bas à droite. Voilà. Je vous invite à vous présenter, madame. Bonjour. Bonjour, Marianne de Smet, société Defender. On vient de l'aéronautique et du nucléaire, mais nous avons donc, grâce à un financement de la région, développé une solution globale qui permettrait d'automatiser une partie en tout cas des tâches de maintenance préventive sur les éoliennes. Donc en fait, ma question, c'est comment faire venir, ou faire accepter des solutions qui sont, on va dire, peut-être en contradiction avec certains bénéfices que font certains des proposeurs de systèmes éoliens, puisqu'en fait on réduit les coûts de maintenance et on réduit aussi les immobilisations, donc on augmente la productivité. Mais comment est-ce que dans les appels d'offres ou dans ce qui est mis en place, ça pourrait rentrer comme étant un critère repris ou relevé? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Alors, une réponse brève pour qu'on puisse prendre le plus de questions possible. Martin Salmon. C'est une très bonne question, déjà pour commencer. Je pense que les appels d'offres, finalement, ils n'ont pas vocation à être prescripteurs de technologie. Je pense que ça, c'est un point qui est important à avoir en tête. On en est déjà à discuter avec la Commission européenne de pourquoi on ne fait pas des choses neutres entre l'éolien et l'hydrolien. Donc on explique que ce n'est pas les mêmes zones, que ce n'est pas les mêmes contraintes et que c'est bien de différencier. Mais on ne va pas prescrire, nous, État, finalement, le recours à telle ou telle technologie. Donc ensuite, c'est aux développeurs de prendre en charge ce point. Par contre, c'est un point, et ça me fait rebondir, tout à l'heure on évoquait le comité de suivi territorial pour les développeurs de l'AO6, et je pense que c'est très important de saluer et de rappeler l'importance des élus locaux sur ces questions-là. Parce que quand un élu local vient dans une réunion publique et dit moi je veux que la base de maintenance elle soit ici, sinon le projet ne se fera pas, dans la salle, il y a des développeurs, ils prennent note et ils orientent aussi leur priorisation par rapport à ça. Et vraiment, je salue la création de ce comité de suivi territorial. Il y a la même chose sur la O5. Au service de l'État, on voit régulièrement les développeurs, on leur demande de nous expliquer, une fois qu'ils sont nommés lauréats, finalement, quels sont leurs choix industriels. Et cette pression, entre guillemets, qui n'est pas écrite dans les textes en tant que telle, elle est aussi utile pour s'assurer qu'on fait les bons choix en termes d'implantation locale. Vous vouliez dire un mot, juste un mot, si j'étais développeur, que je ne suis pas, mais je dirais, si vous avez une solution qui me permet de réduire mon OPEX, j'achète tout de suite.
la question, c'est comment faites-vous pour être connu du développeur en amont? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans quelle mesure on est capable de créer ce collectif avec l'inventaire de toute l'intelligence qu'il y a pour avoir une solution aussi optimisée que possible. Et donc, Evolène, donc Eden, donc CER, donc tous ces organismes-là. Merci. Alors, on va prendre, je me tourne vers ma droite. Est-ce qu'il y a des questions à droite, des remarques? Au premier rang, monsieur, on vous apporte le micro. Et je vous invite à vous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, Francis Parmentier, directeur général d'Evolène, justement. À propos de collectif, Christophe Manas tout à l'heure parlait de la création, ou de la future création d'un comité stratégique de filière, donc en région. Et Olivier a parlé tout à l'heure d'Eden. Et on voit bien la nécessité en fait de mutualiser les moyens, les idées, les forces. Et je tenais à témoigner du fait qu'il existe un comité stratégique de filière nationale des industriels de la mer, auquel participe la DGE, le ministère de la Transition écologique, qui travaille aussi sur ces sujets-là. Et je pense que ce qu'on aurait de mieux à faire, effectivement, ou ce qu'on pourrait faire l'année prochaine, c'est de s'assurer, parce que c'est la première fois que j'entends parler d'un comité stratégique de filière régional dédié à une filière, enfin à l'éolien offshore. Eh bien, je pense que ça sera intéressant justement d'essayer de mutualiser tout ça ensemble l'an prochain, puisque dans le CSF, le CER participe, Evolène participe. Le GICAN, on parlait des bateaux, tout à l'heure Mali parlait des problèmes de disponibilité de bateaux, y participe. Et je pense que ce serait vraiment formidable que d'arriver à mutualiser tous ces moyens en France. Merci beaucoup pour votre réaction. Est-ce qu'on a d'autres réactions, témoignages, questions dans la salle? Oui, bonjour monsieur, on vous apporte le micro. Merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, donc Mathieu Blandin, Société Valemo, également administrateur de clusters d'entreprises, notamment Néopolia en Pays de la Loire, qui est membre d'un groupement qui s'appelle France Offshore Renewable, dans lequel on va retrouver les autres clusters, donc Sudéol, Windoc, Aquitaine Blue Energy, Normandie Maritime et Bretagne Ocean Power. Donc on couvre à peu près toutes les façades maritimes. Et donc ces clusters d'entreprises, ils ont vocation à rassembler en région l'ensemble des TPE, PME et ETI de la chaîne de valeur, qui en général ne sont pas des pure players des énergies marines renouvelables, donc qui ne sont pas forcément représentés dans nos sympathiques et efficaces syndicats nationaux. Et donc du coup, ça permet de compléter sur le territoire cette chaîne de valeur et d'acculturer nos entreprises à cette nouvelle filière. Ma question, elle porte en fait, on a beaucoup parlé des objectifs, enfin des perspectives qui sont très réjouissantes, de la O9, de la O10. Mais on va quand même avoir un petit creux de la vague là quand même, parce que c'est à l'horizon 2035. Là, on a les projets de la O1 qui sont en fonctionnement, quasiment tous, les fermes pilotes. La O2, c'est en fin de fonctionnement. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la construction de la O3, donc de Dunkerque, de la O4, c'est Centre-Manche, de la O5, Bretagne Sud, la O6, on espère bientôt une décision pour la Méditerranée, etc. Notamment en termes de suivi de l'impact du contenu local, parce que structurer une chaîne de valeur pour 2035, créer de l'emploi, de la formation et tout ce qui va avec, c'est essentiel. Mais en fait, on peut le mettre en œuvre dès maintenant sur les parcs éoliens qui ont été attribués, sur du posé, sur du flottant. Et donc ma question, qui s'adresse plutôt à la CRE, à la DGEC notamment, c'est quels vont être les suivis réalisés pour s'assurer que ces premiers parcs en réalisation vont tenir leur délai, notamment dans l'attribution des autorisations administratives, parce qu'on parle souvent des décalages que l'on peut avoir dans le lancement des appels d'offres et dans l'attribution des appels d'offres, ce qui est effectivement un vrai souci. Mais également, il y a celui de ensuite l'attribution des autorisations administratives pour faire en sorte que les parcs soient finançables et derrière, des décisions soient prises qui vont refiler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Martin? Oui, il y avait beaucoup d'éléments. Merci pour cette question. Bon, si je réponds sur la partie vraiment suivi des autorisations administratives, effectivement, c'est des projets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Donc en France, on a un processus, donc peut-être juste pour le rappeler brièvement, c'est-à-dire que les développeurs, l'État fait les études in situ, donne le contenu de ces études environnementales notamment aux développeurs, et ensuite charge aux lauréats de construire son étude d'impact, de
la partager aux services préfectoraux qui vont ensuite l'instruire puis l'autoriser. Et effectivement, cette phase d'instruction, aujourd'hui, elle va prendre sur Centre-Manche, voilà, l'estimation c'est 15 ou 18 mois entre le moment où on reçoit le dépôt du dossier complet et le moment où il y a la délivrance de l'autorisation. J'entends le propos selon lequel c'est peut-être trop long. Je pense qu'il faut mettre 2 points peut-être positifs là-dedans. Il y a un enjeu ETP qui est régulièrement rappelé et sur lequel je pense que côté des GEC, on le signale aussi systématiquement. Il y a aussi un enjeu entre guillemets un peu première fois. C'est-à-dire que si je vous prends l'exemple du projet Centre-Manche, au titre de l'évaluation environnementale, c'est un seul et même projet. Centre-Manche 1, Centre-Manche 2, les 2 raccordements sont un seul et même projet au titre de l'évaluation environnementale. C'est-à-dire qu'il faut une seule étude d'impact alors qu'on a 3 porteurs de projets dans 3 temporalités différentes. Donc quand il a fallu s'emparer de ce sujet qui est éminemment complexe avec les services instructeurs, mais également de demander à l'autorité environnementale, au CGDD de se positionner sur le sujet, on est parti de loin. C'était un gros sujet, cette désynchronisation finalement des demandes d'autorisation. Et là, nous, on travaille justement sur l'idée de prendre ce retour d'expérience et de faire véritablement une doctrine qui permette de dire, bon ben voilà, à partir de maintenant, cette désynchronisation, on va la retrouver sur tous les projets éoliens en mer. On vous explique comment ça va se passer et on essaie de faire tamponner ça, pas par l'autorité environnementale parce que c'est pas possible, mais par la direction de l'eau et de la biodiversité, par le CGDD et par la DGEC. Et ça, c'est des vecteurs d'accélération qui sont pas entre guillemets publics jusqu'au moment où la doctrine est publiée, mais dont on a conscience et qui sont susceptibles d'accélérer. Le deuxième vecteur, c'est les ETP, c'est aussi la qualité des dossiers qui sont déposés parce que c'est les plus gros projets, donc évidemment les enjeux environnementaux sont plus importants et on a quand même une relative certitude sur le fait qu'ils seront ensuite attaqués et qu'on devra les défendre devant le Conseil d'État. Donc ce temps, il n'est pas pris à ne rien faire, il est pris à s'assurer de la solidité de l'édifice juridique pour que nos autorisations qui seront attaquées ne soient pas annulées. Merci Martin pour votre réponse, merci pour cette question. On va prendre une toute dernière réaction, puis ensuite on va vous proposer un zoom sur le futur site d'essai de grande puissance et on accueillera Isan Lecrome, directeur développement des sites de la fondation OpenSea. Bonjour madame. Oui, bonjour, je suis Marie-Laure Barrois, Windoc. Et moi, c'est plus un témoignage qu'une question, mais c'est pour dire qu'au niveau régional, on s'y attelle. Donc, Windoc fait partie justement, on a co-construit le méga cluster, on peut dire, donc France Offshore Renewables avec les autres régions. Et vraiment, l'enjeu, c'est de rendre attractif la filière. Donc, comment s'y prendre tous ensemble? Donc, c'est avoir une dynamique locale, régionale et nationale. Et donc, en tout cas, ça fait quelques années déjà que Windoc a été créé avec justement le soutien du pôle mer Méditerranée, du cluster Sémater, de la région et de ADOC. C'était une démarche qui est partie des entrepreneurs et qui est devenue vraiment un groupement d'acteurs. Il y a des académiques, des institutionnels, des PME, des industriels. SLB en fait partie. On a des consultants et puis des laboratoires de recherche. Et donc, oui, on est là, on est présent et on dynamise le territoire, mais il faut le faire effectivement au niveau national pour rendre attractif la filière auprès des jeunes également. Et Windoc est présent sur Energaia. Et d'ailleurs, il y a un buffet après. En fin de matinée. En fin de matinée. Très bien, merci beaucoup. Un grand bravo, un grand merci. C'était un débat passionnant. Bravo, on peut applaudir très fort nos internautes et intervenants. Martin Salmon, Olivier Perret, Maëlie Bénistan Hector et Paul Octave Tolu. Merci beaucoup à tous les 4.